échanger avec vous, parler sur le sujet de la méditation. Donc aussi, on va essayer ensemble de pratiquer un peu. Donc peut-être certains parmi vous, déjà vous pratiquez la méditation, ou d'autres, peut-être c'est votre première fois, mais pas de problème, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce que je vais présenter avec vous? C'est vraiment la méditation, qu'est-ce que ça veut dire dans l'enseignement de la philosophie bouddhiste. Donc, juste pour commencer un peu, c'est sûr, j'aime ça toujours un peu introduire parce que qu'est-ce que je vais échanger avec vous, qu'est-ce que je vais partager, c'est vraiment selon la pensée de la philosophie bouddhiste du Bouddha. Donc, j'aime ça présenter un peu c'est qui Bouddha. Aussi, premièrement, c'est qui moi? Quand même, moi, je suis Canadien d'origine, mais c'est sûr, je n'ai pas grandi, je n'ai pas, depuis que je suis jeune, étudié la méditation ou la philosophie bouddhiste. C'est plus dans le début de la vingtaine que j'ai commencé à m'y intéresser par des lectures. Donc après, j'ai rencontré le moine tibétain que Yaline mentionnait, Lama Samten. Donc c'est là que j'ai commencé plus mon apprentissage. Mais j'étais vraiment très intéressé, vraiment de plus connaître et de mettre ça en pratique dans ma vie. Donc comme ça, j'ai choisi de consacrer ma vie pour ça, donc devenir moine bouddhiste. Mais j'ai dit souvent aux gens, j'ai dit, vous ne pensez pas devenir moine, OK? C'est important de pratiquer la méditation, rester laïque. Pas besoin de couper vos cheveux non plus. Pas besoin de porter des vêtements rouges bizarres comme ça non plus. C'est vraiment juste la méditation, c'est un chemin de transformation positive intérieure. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Aussi la même chose pour la philosophie du Bouddha, l'enseignement du Bouddha. C'est sûr, nous des fois, à cause de certains éléments extérieurs, des fois on pense que l'enseignement du Bouddha c'est quelque chose comme religieux. Par exemple, quand on voit la robe de moine bouddhiste, on fait référence un peu comme on pense dans la tradition catholique ou dans d'autres traditions spirituelles, mais plus la robe de moine, on dit de l'enseignement de la philosophie bouddhiste, existe depuis plus longtemps. Ça fait plus de 2500 ans que le Bouddha est venu, donc c'est plus un vêtement un peu comme qui représentait, c'est un peu le prince Siddhartha, c'est lui qu'on appelle Bouddha, c'est un prince, donc lui a choisi de quitter son royaume pour aller vraiment consacrer son temps pour la méditation, parce qu'il voyait autour de lui, autour de son palais, autant les gens pauvres qui avaient beaucoup de souffrances physiques, de la faim, la pauvreté, la maladie, etc. Mais aussi, dans son palais, beaucoup de gens riches, mais aussi qui avaient beaucoup de souffrances à cause des émotions, comme on peut le voir de nos jours quand même. Si on regarde dans notre monde actuel, c'est au Canada, États-Unis, en Europe, quand même, on a dans nos pays souvent les conditions matérielles les plus faciles à travers le monde, mais encore, les gens ne sont pas profondément heureux. Il y a encore beaucoup de souffrance ou de détresse psychologique, émotionnelle. Donc, vraiment, c'est la même chose qu'est-ce que le Bouddha a vu à son époque. Il a dit, moi, je veux trouver une manière de trouver le bonheur et d'apporter le bonheur aux autres, montrer aux autres la façon de trouver le bonheur. Donc, c'est lui qu'on appelle Bouddha en tant que tel. Son nom de naissance, ce n'est pas Bouddha. Bouddha, ça veut plus dire un état ou un potentiel. Parce que c'est lui, son nom de prince, c'est Siddhartha. Donc, pourquoi on l'appelle Bouddha? Parce que comme au résultat de ses méditations, on dit qu'il a trouvé vraiment l'éveil intérieur, donc la libération intérieure de toutes ces perturbations, comme la colère, jalousie, la peur, attachement, la souffrance, et complètement développé en lui toutes les qualités comme la compassion, l'amour, la sagesse, la joie, le calme intérieur. Donc comme ça veut dire en langue sanscrite, Bouddha. Dans la philosophie bouddhiste, on dit tous les êtres vivants, on a la même semence de nature de l'esprit pur, de l'éveil, de Bouddha. Aussi, on dit dans la philosophie bouddhiste, tous les êtres, on souhaite que tout le monde puisse trouver aussi ce même bonheur-là. Donc l'enseignement du Bouddha, on dit c'est vraiment, pas de limite de frontières de pays ou de nationalité ou de couleur de peau ou de sexe ou d'âge. C'est vraiment tout le monde, on a le même potentiel pour trouver le bonheur. Tout le monde, on a accès à ce même bonheur-là. Mais qu'est-ce que Bouddha dit? Notre propre bonheur, c'est nous-mêmes qui doit le créer. Comme Bouddha dit, notre propre maître, c'est nous-mêmes. Notre propre ennemi, c'est nous-mêmes aussi. Donc si on sait correctement prendre soin de notre esprit, de nos émotions, on devient notre meilleur ami ou notre propre maître. Si on ne sait pas prendre soin de notre esprit, de nos émotions, donc on devient notre pire ennemi. Ça veut dire nous-mêmes, on va subir les contre-coups de nos perturbations mentales, la colère, jalousie, inquiétude, stress, anxiété. Donc comme ça, tout l'enseignement du Bouddha, ça veut dire
apprendre à connaître son esprit, tranquillement le transformer positivement pour trouver le bonheur intérieur. Donc, comme ça, c'est dans l'enseignement de la philosophie bouddhiste. Mais qu'est-ce que je vais parler avec vous ce soir sur la méditation? Vous n'avez rien besoin de croire ou de mettre en pratique ou de vous intéresser ou de changer votre habitude si vous méditez déjà. Parce qu'on dit, l'enseignement du Bouddha, c'est vraiment une philosophie. C'est un chemin de sagesse intérieure. Personne ne nous force à y croire ou à l'accepter parce que Bouddha lui-même a dit, ne croyez pas mes paroles simplement à cause de ma renommée, mais parce que vous les avez vérifiées, comme lorsqu'on achète de l'or en le coupant, le frottant, le faisant fondre. Donc Bouddha, il dit lui-même, ne me croyez pas aveuglément. Allez vraiment vérifier qu'est-ce que je dis, si c'est sensé, si c'est logique, si c'est bénéfique, si c'est utile. Donc comme ça, c'est aussi qu'est-ce que je vais parler avec vous ce soir. Vous n'avez rien besoin de changer ou de croire. Aussi non plus, qu'est-ce que je vais partager avec vous ce soir, c'est non plus pas ma propre invention non plus. Juste qu'est-ce que j'ai étudié. C'est sûr, de temps en temps, j'ai eu la chance de recevoir des enseignements avec le Dalai Lama, mais c'est rare qu'il vienne à Montréal. C'est rare qu'on a pris le thé ensemble. Jamais, même. J'ai déjà pris le thé chez lui, mais c'est plus pour avant l'ordination. Quand j'ai choisi de devenir moine, j'ai été chez lui pour la cérémonie d'ordination. Donc, on n'était pas beaucoup d'Occidentaux. Sur 200, cette journée-là, on était 200, je pense, sur 2 jours, 250 ou 253, quelque chose. Donc, ça n'était seulement 3 occidentaux, tout le reste des Tibétains. Donc, on est arrivés, ils nous ont mis les 3 ensemble pour être moins se sentir seul. Donc, quand on est arrivé devant Dalai Lama, il a dit « C'est important d'étudier l'enseignement du Bouddha, pas seulement pratiquer ou croire ou quoi que ce soit, vraiment vérifier, étudier. » Il dit « Moi-même, j'étudie beaucoup parce que je me considère pas seulement moine bouddhiste, je me considère moitié moine bouddhiste, moitié scientifique. Parce que l'enseignement du Bouddha, on procède un peu comme dans la science, c'est de vérifier, analyser qu'est-ce qui est dit. OK, c'est bon, comme petite introduction. Donc, maintenant, je vais parler avec vous du thème de la méditation. Après, on va essayer ensemble un petit peu aussi de pratiquer. Donc, c'est sûr, de nos jours, la méditation, je pense, tout le monde connaît déjà le mot. J'imagine même, vous allez dans une école avec des jeunes enfants de 10 ans, peut-être vous dites, est-ce que vous connaissez la méditation? Peut-être les enfants vont dire oui. Après, si on leur demande qu'est-ce que c'est la méditation, peut-être ils vont s'asseoir, les jambes croisées, et dire comme ça, Om. Peut-être c'est comme ça qu'ils vont dire ou qu'ils vont faire. Mais c'est sûr, nous, bien sûr, dans la philosophie bouddhiste, on explique certaines choses par rapport à la posture, etc. Mais qu'est-ce qui est le plus important, c'est l'état d'esprit. Donc, comme ça, qu'est-ce qui est important de savoir dans la philosophie bouddhiste? Qu'est-ce que ça veut dire méditation? Comme il y a une expression qu'on dit chez les Tibétains, il ne faut pas méditer comme le pigeon. Vous savez, le pigeon, bel oiseau, très gentil, très calme, très paisible, je pense non violent, mais quand il s'assoit au soleil, après avoir bien mangé, les yeux fermés, il ne pense à rien. Est-ce que c'est ça votre méditation? Si notre méditation c'est comme ça, on dit la méditation comme le pigeon. Ce n'est pas une méditation de qualité. Ou des fois, certains de mes amis m'ont dit, je pense eux, ils n'ont pas encore étudié avec nous la méditation, mais ils m'ont dit, quand je médite, Jason, mon chat vient méditer avec moi. Il se couche sur moi, il est tranquille et ronronne. Est-ce que vous, dans votre méditation, vous faites comme le chat, vous ronronnez aussi? Donc, je pense que le chat, il ne médite pas. Il fait juste se reposer. Il est très détendu, il se sent très bien, il relaxe, il se repose sur nous. Donc, c'est notre méditation dans la philosophie bouddhiste, c'est pas seulement comme ça. Pas seulement le repos ou la relaxation. C'est bon le repos ou la relaxation, mais ce n'est pas la méditation, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est dans la philosophie bouddhiste, méditation, ça veut dire, en fait, le mot tibétain, qu'est-ce qu'il veut dire? Il vient d'un autre mot qui veut dire familiarisation. Comme méditation, on dit gom, ça veut dire familiarisation. Pourquoi? Parce que on dit, comme le Bouddha a enseigné, il y a 3 activités qu'on doit faire pour cheminer vers le bonheur. Premièrement, on dit, s'appelle l'étude. Deuxième étape s'appelle réflexion. Troisième étape, méditation. Donc la méditation vient toujours en troisième. Pourquoi? Parce que le sens de méditer, ça veut dire intégrer ou familiariser notre esprit. Avec quoi on va le familiariser? Avec ce qu'on a compris par la réflexion. Qu'est-ce qu'on a compris par la réflexion?
C'est ce qu'on a premièrement étudié. Comprenez-vous? Pour devenir bon chirurgien, si vous dites « je vais devenir chirurgien », est-ce que vous avez besoin un peu de pratique ou de familiarisation avant d'opérer votre premier client, votre premier patient? Est-ce que vous avez besoin d'un peu d'expérience ou de familiarisation? Je pense oui. Si vous dites non, OK, je ne vais pas aller me faire opérer chez vous. Donc, c'est besoin de familiarisation. Qu'est-ce qu'on s'est familiarisé? C'est qu'est-ce qu'on a compris avant. Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on a étudié? Donc, c'est la même chose dans tout. Si vous êtes bon dans une langue, OK, vous avez par exemple votre langue maternelle, mais vous avez peut-être dans votre vie appris d'autres langues. Est-ce que vous êtes devenu bon automatiquement? Comme Obélix, tomber dans la langue, potion de la langue, comme ça vous parlez automatiquement, magiquement? Je ne pense pas. Vous avez familiarisé lentement, vous avez étudié, vous avez pratiqué. Donc, c'est la même chose. Le sens dans la philosophie bouddhiste de méditation, ça veut dire familiarisation. Donc, on parle de plusieurs sortes de méditation. Par exemple, méditation sur l'amour. Faire grandir en nous l'amour. Faire grandir en nous la compassion, la joie, le calme mental, la sagesse. Toutes les qualités intérieures qu'on recherche, on peut tous les développer. Comme on a dit tout à l'heure, on a tous le potentiel de trouver le bonheur, qu'on appelle la nature de Bouddha. Tout le monde, on a le potentiel, mais il faut les cultiver, se familiariser. Donc, comme ça s'appelle méditation. Comme ça, donc, il y a une expression tibétaine qu'on dit aussi, le méditant qui veut méditer sans les deux premières étapes, de l'écoute et la réflexion, ressemble à celui qui veut escalader la falaise privé de doigts ou de mains. Il a un grand désir, mais il n'est pas capable. Même chose, la méditation sans les deux premières étapes, donc peut-être on va ressembler à cette personne-là, ou comme le pigeon, ou comme le chat. Comprenez-vous? Comme ça, c'est important, nous, avoir une bonne qualité de méditation. Si on médite pas de la bonne façon, donc on va parler dans la philosophie bouddhiste, il y a des obstacles à la méditation. On va nourrir les obstacles. Par exemple, une fois, une personne m'a dit, moi, je médite depuis longtemps, depuis 10 ans, mais chaque fois que je médite, pendant ma méditation, toutes mes émotions, depuis mon enfance, toutes les émotions négatives que j'ai vécues depuis l'enfance, ils remontent. Donc, pendant la méditation, je ne sais pas quoi faire avec. Et donc, à la fin de ma méditation, je vis beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, etc. Donc, j'ai dit, hey, comme ça, nous, dans la philosophie bouddhiste, bien sûr que c'est important d'accepter ses émotions, tout ça, mais il y a un travail à faire dans la méditation pour se libérer de nos émotions. Donc, pas comme ça faire grandir nos émotions pendant la méditation, avoir plus de souffrance. Ce n'est pas le sens de méditation. Donc, j'ai recommandé, j'ai dit, c'est important étudier, premièrement. Par exemple, dans le grand monastère où mon maître principal, Lama Semten, a étudié, dans la même tradition que Dalai Lama, quand même, ils étudient pendant 20 ans à temps plein dans leur monastère pour comprendre l'esprit, le chemin vers le bonheur, la méditation. Donc, nous, on n'a pas le temps d'étudier pendant 20 ans, mais minimum, un petit peu, minimum 1 heure dans le parc. Un petit peu quand même, c'est bon. Donc, comme ça, c'est sûr, de nos jours, regarde sur Internet, sur YouTube, sur Internet, dans les livres, dans les bibliothèques, librairies. Vous avez beaucoup de sortes de méditation, beaucoup d'enseignements, beaucoup de grands maîtres comme Dalai Lama. Donc, comme ça, vous pouvez chercher. Beaucoup de choses traduites en français de nos jours, vous pouvez chercher. Apprendre un peu sur la méditation, c'est très important. Donc, comme ça, je vais un petit peu parler. Donc, premièrement, on va essayer ensemble juste quelques instants, comme ça, un peu de méditation. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire durant la méditation? Juste, premièrement, installer le calme en nous. Après, je vais expliquer plus comment faire, OK? Mais premièrement, on va essayer. Parce que j'ai dit, le sens principal de la méditation, ça veut dire familiariser notre esprit. Des fois, les gens me demandent combien de temps je devrais méditer. Moi, j'ai dit, c'est mieux méditer 24 heures. C'est mieux familiariser mon esprit 24 heures par jour. Est-ce que vous aimez mieux votre esprit demeure dans le positif? C'est seulement pendant 1 heure par jour, 2 heures, 3 heures? Ou le jour, oui, mais pas la nuit dans les mauvais rêves, dans les cauchemars? Qu'est-ce que vous préférez? Je pense que tout le monde aime la paix, tout le monde aime le bonheur. Donc, c'est pas facile. Comme c'est pas facile à jouer, devenir un professionnel de guitare sans jamais prendre une guitare dans nos mains, c'est pas facile de devenir champion du monde au foot si on n'a jamais pris un ballon. De la même façon, c'est impossible de devenir calme intérieur si on ne va jamais pratiquer. Donc, comme ça, c'est important, durant toute la journée, au travail, pendant qu'on mange, pendant qu'on parle avec les autres, peu importe ce qu'on fait, toujours garder la pleine conscience, la vigilance, l'état d'esprit positif, dans l'amour, la compassion.
C'est ça qu'on veut dire par la méditation. Mais ce n'est pas facile. Donc, au début, on commence par s'entraîner petit peu par petit peu. Donc, je vais expliquer plus comment faire après, mais on va premièrement commencer par une petite méditation. Donc, juste installez-vous confortablement. Qu'est-ce que vous êtes plus confortable? Avec donc vraiment l'esprit, essayez de vraiment tourner l'esprit vers l'intérieur, dans le calme. Donc, vraiment essayer de faire abstraction des choses extérieures, des 5 objets des sens, comme son, toutes les choses extérieures. Aussi, intérieurement, si votre esprit commence à beaucoup penser, beaucoup d'agitation, donc essayez juste de revenir intérieurement sur le calme. Vous pouvez aussi utiliser votre respiration, si ça vous aide, pour vraiment centrer votre esprit sur simple mouvement de votre respiration. Donc, on va essayer premièrement, mais après, je vais expliquer plus en détail. Donc, je vais commencer juste aussi pour aider, juste faire un petit chant. C'est en langue tibétaine, mais le sens des paroles veut dire pour le calme mental. Donc, je vais faire un petit chant pour vous aider, pour concentrer votre esprit. Et après, en silence, on va faire quelques instants de méditation. Donc, si vous entendez le bruit, certains bruits de musique ou d'autres choses, c'est juste lâcher prise. Oubliez, retournez vers l'intérieur. C'est ce qu'on essaie de faire, pratiquer comme ça, de garder l'esprit intérieurement dans le calme. Logbe yula ye wa shi che che yang dan dun lai tu shin che ba ye shi ne lag tong sun du je we lam yu tu yula ye wa jin ye lo.
Janchu Semcho Rinpoche Makim Panam Ke Gyuji Kemba Nyampa Mepaya Kone Kontu Pewa Sho. OK, c'est bon. On a fait maintenant un petit exercice. Donc, je vais un peu expliquer encore. Après, on va refaire un autre exercice. Donc, à la fin aussi, si vous avez des questions à la fin, on prendra quelques questions à la fin. Donc, c'est, comme j'ai dit au début, le sens général de méditation, vraiment le sens réel de méditation, ça veut dire familiariser notre esprit. Donc, en général, c'est familiariser notre esprit avec qu'est-ce qui va nous libérer intérieurement de qu'est-ce qui nous apporte nos problèmes, nos souffrances. Comme on explique dans la philosophie bouddhiste, tout le monde cherche le bonheur. Aussi, l'enseignement de la philosophie bouddhiste, la pratique de la méditation vise aussi le bonheur. Donc, on dit que qu'est-ce qui fait obstacle à notre bonheur présentement, ce n'est pas quelque chose de principalement extérieur, mais de principalement intérieur. Donc, qui sont nos propres perturbations de l'esprit, comme la colère, jalousie, trop d'attachement, angoisse, anxiété, peur, etc. Donc, tout l'enseignement de la philosophie bouddhiste, c'est sur se libérer intérieurement de ces éléments-là qui nuisent à notre bonheur. Et donc, pour y arriver, comment on fait? On se familiarise avec ce qu'on appelle les antidotes à ce qui produit ces émotions négatives-là. Pourquoi? Parce que présentement, ces émotions-là nous habitent parce qu'on est familier. Notre esprit a développé une familiarité avec ces émotions-là, donc elles naissent malgré nous. Par exemple, l'enseignement de la philosophie bouddhiste, on dit que notre objectif, c'est de trouver le vrai bonheur. On appelle le vrai bonheur de nirvana. Nirvana, ce n'est pas seulement un groupe de musique. Nirvana, c'est vraiment, ça veut dire en langue sanskrite, liberté. Trouver la liberté intérieure. Donc, présentement, on pense qu'on est libre. Extérieurement, on est libre. Exemple, je suis libre de venir ce soir dans le parc ou rester chez moi à l'air climatisé. C'est correct, je suis libre. Mais intérieurement, est-ce que je suis libre de la colère? Est-ce que je suis libre de angoisse? Je pense que personne dans son agenda met durant la semaine, OK, mercredi soir, c'est ma crise d'angoisse. C'est vendredi matin, j'ai besoin de m'énerver dans le bouchon de circulation. Non, mais personne souhaite vivre ces états-là, mais ils arrivent malgré nous. Quand les conditions sont réunies, malgré nous, on vit certaines émotions douloureuses. Par exemple, arrivent certains événements très difficiles ou dramatiques dans notre vie. Des fois, les gens tombent dans la souffrance, dépression, etc. Malgré eux. Ils ne veulent pas vivre ça, mais c'est malgré nous. Donc, comme ça, l'enseignement sur la philosophie bouddhiste, la méditation, c'est comment apprendre à gérer ça pour se libérer intérieurement, donc atteindre ce qu'on appelle la libération, nirvana. Mais pour faire ça, on a besoin de deux techniques principales qu'on appelle deux sortes de méditation. Une qu'on appelle la méditation de concentration, une qu'on appelle la méditation analytique. Donc, c'est la principale, celle qui fait vraiment le travail, c'est la méditation analytique. Ça veut dire qu'on comprend comment sont générées nos émotions, on sait comment se libérer de cette émotion-là et on travaille intérieurement à se libérer de cette émotion-là. C'est par le pouvoir de la réflexion et l'analyse qu'on arrive à faire ça parce que nos émotions perturbatrices sont toutes basées sur un raisonnement qui est illogique. Alors, en développant une autre forme de raisonnement, cette émotion-là va diminuer de force. Mais la méditation qui est très importante, qui sert de base à cette méditation analytique, c'est elle qu'on appelle la méditation de concentration. Parce qu'elle va nous permettre d'obtenir plus de calme intérieur. On appelle le calme mental. Donc, pour cette raison-là, dans l'enseignement du Bouddha, souvent on parle de l'enseignement sur la méditation de concentration ou du calme mental en premier. C'est souvent ce que le Dalai Lama suggère aussi. C'est pour ça que nous, dans notre centre aussi, c'est ce qu'on enseigne principalement au début pour commencer à s'intéresser au cheminement vers plus de paix intérieure, de bonheur, la méditation sur le calme mental. Donc, comme ça, il y a plusieurs éléments à mentionner pour pratiquer correctement cette méditation-là. Mais aujourd'hui, on a juste un peu de temps, donc je vais juste parler de certaines choses plus importantes pour que vous ayez comme certains outils pour pouvoir pratiquer déjà si ça vous intéresse. Par exemple, quand on demande combien de temps je devrais faire ma séance de méditation, en général, dans les enseignements bouddhistes, ils ne parlent jamais de vraiment vous devez pratiquer combien de minutes, maximum, minimum, non. Par contre, ils mentionnent clairement qu'en tant que débutant, quand on commence à méditer,
il y a beaucoup d'obstacles à la méditation. C'est pas facile. Et pour cette raison-là, c'est mieux des courtes séances dans lesquelles notre méditation va plus être de qualité. Alors que si on demeure trop longtemps, les obstacles vont se présenter très fortement. Quelle sorte d'obstacles? En général, il y a plusieurs obstacles, 5 principaux, mais encore 2 plus importants. Le premier, c'est quoi? C'est l'agitation mentale. Notre esprit, on lui demande, reste calme. Est-ce que notre esprit reste calme facilement? Regarde dans l'enseignement bouddhiste, on dit, notre conscience, notre esprit a 6 consciences. 5 consciences extérieures, sensorielles, et une conscience non sensorielle, mais intérieure. Donc, les 5 consciences sensorielles, vous savez, c'est ce qu'on appelle habituellement, nous, les 5 sens. Conscience des sons, conscience des couleurs et des formes, conscience des goûts, conscience des sensations tactiles, conscience des odeurs. Donc, comme ça, les 5 consciences extérieures qui nous permettent de capter les sons ou les formes, les goûts, etc. Donc, par exemple, pendant la méditation, c'est possible que notre esprit soit agité et donc qu'il ait conscience des sons extérieurs. Pendant la méditation, oups, notre conscience, elle ne reste pas à l'intérieur, elle est agitée vers l'extérieur. L'exemple qu'il donne pour représenter notre agitation mentale, il montre, comme sur une image, il montre le singe, comme il appelle le monkey mind, l'esprit du singe. Vous savez, un singe est toujours en train de toujours bouger, toujours aller voir, toucher toutes les choses. Comme nous, quand on rentre dans un centre commercial. Je vais aller voir ça, acheter ça, toucher ça, goûter ça. C'est pour ça qu'ils mettent dans les, comme épicerie, dégustation. C'est pas, ils n'ont pas senti un élan de générosité. Ils ont dit, ah, je vais attirer parce que les gens sont facilement attirés par les 5 sens. Donc, en les faisant goûter, ils vont acheter. Mettre des belles couleurs, des belles formes, bon goût, belle odeur aussi, beaucoup de parfums dans les magasins. Donc, les gens vont plus y aller, comme le singe, toujours agité. Donc, nous, au Québec, on n'a pas beaucoup de singes, du tout de singes. Donc, on dit, qu'est-ce qui nous agite? C'est le hamster. Souvent, on prend l'exemple du hamster. Notre esprit est comme un hamster, toujours en mouvement. En France, j'ai entendu des fois, vous dites, c'est le petit vélo qui roule. Donc, comme ça, peu importe l'exemple, c'est pas grave, mais c'est juste des exemples pour parler de l'agitation mentale. C'est premièrement, en tant que méditant, on est très influencé et soumis à l'agitation mentale. Donc, autant par les 5 sens. Par exemple, s'il y a un son, s'il y a quelque chose de visuel, ou s'il y a une sensation, trop chaud, trop froid, tout de suite, notre esprit est dirigé vers ça. Ou, si on n'a pas de sensation qui nous dérange, extérieure, mais il y a une pensée. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais manger après la méditation? À quelle heure la méditation finit? Comme ça, notre esprit il part dans tous les sens. Ce n'est pas la méditation, c'est l'agitation. Des fois, les gens ils disent « Ah, moi, je médite chaque jour 1 heure. » Mais des fois, je n'ai pas osé demander, je suis un peu gêné, mais j'ai demandé « Qu'est-ce que votre esprit fait réellement pendant 1 heure? » Sur la photo, sur Facebook, oui, j'ai l'air de bon méditant. Mais réellement, peut-être mon esprit fait tout le prochain voyage de l'année prochaine, je prévois mes vacances pendant ma méditation. OK, je vais aller le premier jour, je vais aller visiter Barcelone. Après, je m'en vais au Canada, je vais aller voir Québec, je vais aller voir Rimouski au Canada. Comme ça, j'ai beaucoup fait mon projet de voyage pendant ma méditation. Ce n'est pas la méditation, c'est mon projet de voyage. Donc, comme ça, c'est un obstacle majeur pour la méditation, c'est agitation. Deuxième obstacle majeur, quand on arrive tranquillement à pacifier l'agitation. Parce que l'agitation, ce n'est pas le pire. L'agitation, c'est quand même dérangeant, mais on arrive après un certain temps à le calmer un peu. Qu'est-ce qui nous dérange ensuite? C'est relâchement. Il dit 2 obstacles majeurs à la méditation, c'est l'agitation ou le relâchement. Donc, je pense, beaucoup de gens, ils disent « je médite », mais j'ai l'impression, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, leur expérience de méditation, nous, dans la philosophie bouddhiste, on appelle le relâchement. Ou des fois, au Québec, on dit « cogner des clous ». Comme ça, pendant la méditation. Ou des fois, on est un peu comme dans la lune, ou comme dans le brouillard. Tout est noir, vraiment, on est très reposé, presque en train de ronfler. Donc, comme ça, c'est pas la méditation, comme j'ai dit tantôt, c'est la relaxation ou le sommeil. Dormir, ce n'est pas la méditation. Mais on peut transformer notre sommeil en méditation, c'est possible, mais il faut être conscient. Pendant le rêve, être conscient. Pendant que je m'endors, je suis conscient que je m'endors. Moi, je ne suis pas très bon méditant. Quand je m'endors le soir, je n'ai pas conscience. Juste conscience quand je me réveille le matin. Ah! Le soir, des fois, regarde comme par exemple, quand il parle de la posture de méditation. Dans les textes bouddhistes, il dit pour bien méditer, pour bien se préparer, il dit quand même il y a une importance dans la posture. Des fois, les gens demandent, est-ce que je peux méditer allongé?
vraiment comme un peu couché. Mais pas de problème. En général, c'est l'esprit qui médite. Donc la posture du corps n'est pas vraiment l'élément le plus important, c'est l'élément secondaire. Mais il y a quand même une relation entre le corps et l'esprit. Par exemple, quand l'esprit est trop tendu, quand on est trop angoissé ou stressé un peu, regarde les sensations physiques. On ne se sent pas confortable. On a quelque chose dans l'estomac, on a quelque chose tendu dans le dos. Tranquillement, ça fait des malaises. Et avec le temps, si on a souvent cette même émotion-là de tension, donc ça crée même vraiment certaines maladies, certaines blessures après aussi. Donc, l'esprit a une influence sur le corps. Tout comme quand on est très joyeux, beaucoup dans l'amour, la compassion ou la joie. Donc, vraiment, notre esprit est très détendu. Notre corps aussi se sent on se sent vraiment très bien physiquement aussi. Donc, de la même façon, le corps a une influence sur l'esprit. Dans la posture qu'il mentionne dans les textes, il dit qu'il y a une raison à cette posture-là. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que la posture devrait être ni trop inconfortable, ni trop confortable. Pourquoi pas trop confortable? Parce que, comme moi, quand c'est trop confortable, le soir, quand j'ai des fois eu les activités comme ça avec vous le soir, après on va rentrer plus tard, donc après j'ai dit je vais aller méditer, mais des fois j'ai un peu paressé, je vais méditer, mais je vais regarder un peu mon Facebook, donc après plus tard, finalement il est rendu très tard, donc je suis un peu fatigué. Maintenant je dis je ne vais pas méditer assis, je vais méditer un peu allongé dans mon lit, mais vraiment ma méditation est vraiment pas longue. Pourtant j'ai bien dormi par contre. Le matin, je me réveille, je dis « Oh, je suis un peu déçu. » Je dis « Ah, finalement, je n'ai pas assez médité hier soir. J'aurais aimé ça méditer plus longtemps, mais le relâchement, le sommeil m'a envahi, malgré moi. » Comprenez-vous? C'est comme ça. Donc, quand on est trop confortable dans notre posture de méditation, c'est le danger qui arrive. Relâchement et sommeil. Si la posture est trop inconfortable, quand même, dans les textes bouddhistes, ils mentionnent la posture des jambes croisées avec pied droit sur la cuisse gauche, pied gauche sur la cuisse droite. Posture du lotus. Est-ce que c'est facile pour tout le monde? Donc, des fois même, certaines personnes m'ont dit, et vraiment quelqu'un m'a dit une fois, il s'est blessé en prenant la posture. Donc, c'est pas très drôle, arriver à l'hôpital, ils vous demandent, quelle raison de votre accident? Méditation. C'est pas vraiment une bonne idée, OK? Donc, c'est mieux, vraiment, vous prenez soin de votre posture. Qu'est-ce que vous êtes confortable? Essayez de trouver la meilleure posture pour vous. Ni trop confortable, ni trop inconfortable. Donc, comme ça, habituellement, il dit les jambes croisées. Si vous n'êtes pas capable, les jambes croisées normalement. Si vous n'êtes pas capable, assis sur une chaise aussi, c'est bon. Donc, après, il dit le dos droit aussi, c'est important pour aider justement cette circulation d'énergie, puis garder la vigilance et la conscience durant la méditation. Donc, d'avoir le dos droit, ça l'aide d'avoir une meilleure circulation d'énergie. Et ensuite, certains points de la posture qui parlent aussi, c'est la tête et les yeux. Il suggère la tête légèrement penchée vers l'avant et les yeux qui vont pouvoir ainsi être à moitié fermés et donc le regard vers le bas. Pourquoi il ne mentionne pas les yeux fermés ou les yeux ouverts? En général, c'est correct. Si vous aimez méditer les yeux ouverts, les yeux fermés, il n'y a pas de problème. C'est chacun son choix. Mais pourquoi il mentionne ça? C'est parce que les yeux ouverts, vous allez facilement être distrait par tout ce que vous allez voir, que ce soit quelque chose d'agréable ou désagréable. Si c'est quelque chose de désagréable, donc vous allez peut-être générer certaines émotions négatives. Si c'est quelque chose d'agréable, quand même, peut-être vous allez être agité. Par exemple, dans la nature, vous voyez un bel oiseau avec les plumes vertes, vous n'avez jamais vu. Wow! Il faut que j'aille prendre une photo. Dans votre méditation, dérangé par l'oiseau. Donc comme ça, c'est obstacle pour la méditation aussi. Si vous avez les yeux fermés complètement, regardez, peut-être tranquillement, vous allez commencer à cogner des clous. Votre esprit, tranquillement, il s'endort. Donc, c'est voir pour vous qu'est-ce qui est bon pour aider votre esprit à être ni tendu, ni agité, mais ni trop dans la noirceur ou le relâchement. C'est l'objectif de la posture de méditation. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire durant la méditation avec notre esprit? Tantôt, j'ai parlé. On explique dans l'enseignement bouddhiste, l'esprit a 6 consciences. Pendant la méditation, quelle conscience on va utiliser parmi les 6 consciences? Dans l'enseignement bouddhiste, on dit la conscience intérieure. Souvent, j'ai entendu dans d'autres explications, dans d'autres traditions non bouddhistes, ils vont parler de méditation, mais sur les consciences extérieures. C'est différent. J'ai dit au début, il y a plusieurs traditions. J'ai dit, moi, ce soir, je vais parler avec vous pour la tradition dans la philosophie bouddhiste. Qu'est-ce qu'on explique? Dans certaines traditions, ils expliquent plus avec, par exemple, un objet visuel. Regardez devant soi un objet, comme une chandelle, une flamme d'une bougie, une image ou quoi que ce soit.
Ou d'autres explications sur un son. Écouter le son d'un mantra, musique, le son des oiseaux, le son de la nature. C'est le son de certains instruments comme bol tibétain, bol chantant, ou certaines voix qui nous guident, méditation guidée, quelqu'un qui nous parle pendant la méditation. Celle-là, ce n'est pas la tradition bouddhiste. La tradition bouddhiste, c'est toujours par la conscience intérieure. Par contre, les consciences extérieures, les objets extérieurs, peuvent être des bons outils pour nous aider à commencer la méditation. Parce que la conscience intérieure, c'est plus difficile que les consciences extérieures. C'est plus difficile la conscience extérieure, mais c'est elle vraiment qui peut se développer. Alors que les consciences extérieures, elles, ne vont pas beaucoup se développer. Par exemple, certaines personnes aiment beaucoup méditer avec un son, comme son d'une musique ou d'un bol tibétain. Si vous dites, moi, quand j'arrive du boulot, après une grosse journée stressante, épuisante, quand j'arrive à la maison, je joue un peu avec mon bol, ça m'aide vraiment à me détendre, à me concentrer. C'est très bon, c'est positif. Très bon. Mais si ça vous prend absolument votre bol, qu'est-ce que vous faites au boulot quand votre patron commence à vous énerver? Est-ce que vous lui dites, attends patron, je vais jouer de mon bol pendant que tu me parles, tu peux continuer? Comme ça, c'est pas assez efficace comme technique. Qu'est-ce qu'on parle dans l'enseignement bouddhiste? Pas seulement se servir des objets extérieurs comme les sons, etc., mais vraiment développer nos techniques intérieures. C'est pour ça qu'on étudie, pour apprendre comment faire et ensuite être autonome dans notre cheminement vers le bonheur, la gestion des émotions. Sinon, de nos jours, qu'est-ce qui est très populaire? C'est la méditation guidée. J'ai dit c'est très bon comme ça pour nous préparer pour la méditation, mais ce n'est pas la méditation réelle parce que c'est comme, par exemple, si vous conduisez une voiture, est-ce que quand vous avez commencé à étudier pour apprendre à conduire, vous aviez quelqu'un pour vous montrer? Mais est-ce que toujours maintenant, depuis 10 ans que vous conduisez, est-ce que vous apportez toujours avec vous cette personne-là pour vous assister pendant la conduite? Comprenez-vous? Je pense que ça ne marche pas. Même chose, le GPS. Toujours le GPS, il nous dit par où passer. Si vous prenez 10 fois ou 20 fois la même route, toujours en suivant le GPS, un jour, si vous n'avez plus de piles, vous n'avez pas de GPS, vous êtes perdu, vous ne savez pas où aller. Non, c'est la même chose avec la méditation. Si on dépend toujours d'un objet extérieur, d'un guide extérieur, on ne va jamais évoluer, donc on ne pourra jamais développer nos propres outils intérieurs. C'est pour ça qu'on parle, c'est la conscience intérieure. Donc, qu'est-ce qu'on explique dans la philosophie bouddhiste pour commencer? Quand notre esprit est trop agité, on peut utiliser la respiration comme un outil simplement pour nous aider à ramener l'esprit sur un point intérieur, plutôt que laisser être parti dans toutes les directions. Donc, on va travailler l'attention quand l'esprit s'égare ailleurs, sur les bruits, sur les pensées. Donc, je le ramène sur la respiration. Un peu comme si ma respiration était un véhicule et que mon esprit était le passager. Comme si vous faisiez du surf ou du cheval ou du vélo. Votre esprit, c'est vous et votre respiration, c'est votre monture. Donc, pendant la méditation, vous faites seulement rester sur la vague, seulement rester sur la monture. Si votre esprit part dans le passé ou dans le futur, ou il part sur les sons extérieurs, vous êtes descendu de la monture. Juste remontez simplement, doucement, sur la respiration. Essayez de suivre le mouvement de la respiration simplement. Si vous pensez, OK, maintenant je me concentre sur la respiration, qu'est-ce que je fais ensuite? Donc, vous êtes descendu de la monture. Vous n'êtes plus en train de penser à la respiration. Vous êtes en train d'agiter votre mental. Comprenez-vous? Donc, un simple exercice comme ça semble très simple, mais vraiment, ça aide beaucoup à développer une attention sur quelque chose. L'attention, ça veut dire maintenir notre esprit sur quelque chose, plutôt qu'il soit dispersé à gauche et à droite. De nos jours, on parle beaucoup de déficit d'attention, etc., parce qu'on toujours on a des choses qui nous distraient. Par exemple, les téléphones, les notifications, tout ça, c'est beaucoup de sources de distraction. Donc, on doit apprendre à développer l'attention comme ça. Donc, quand vraiment vous avez trouvé une forme de calme intérieur en maintenant votre esprit comme ça sur un objet comme la respiration, après, vous pouvez essayer de maintenir ce calme-là aussi longtemps que vous voulez ou pendant quelques minutes, exemple 5 minutes pour commencer. Donc, après, tranquillement, avec le temps, vous pouvez allonger la durée de méditation si vous trouvez que ça va bien. C'est bon? OK. Donc, on va essayer ensemble une autre petite méditation. Après, si vous avez des questions, vous serez bienvenus. OK? Oh, lombe ye la ye
我是切切样当等来自心之白也。心内浪动sun tu tre we lam như tu yu la ke wa jin ye lo lok be yu la ye wa shi che che yang da dun la su shin che pa ye心内浪动sun tu tre we lam như tu yu la ke wa jin ye lo
Jonju Semjo Rinpoche Ma Ke Banam Ke Gyoje Ke Pa Nyamba Me Bayan Kone Kontu Pe Wan Sho. OK, c'est bon. Donc, juste, une dernière petite chose. Après, si vous avez des questions. Donc, c'est sûr, comme j'ai dit au début, tout l'enseignement dans la philosophie bouddhiste, aussi l'enseignement sur la méditation, on dit tous les êtres vivants, on cherche le bonheur, mais on dit le bonheur, si on regarde les causes extérieures ou intérieures du bonheur, c'est vraiment les causes intérieures qui sont les plus importantes. Par exemple, on peut voir des cas, des situations où est-ce que des personnes ont très peu extérieurement, même qui vivent des difficultés, même qui vivent des épreuves, mais qui intérieurement peuvent être très positives et très sereines, alors que des situations où on peut voir des gens qui seront, comme exemple, j'ai dit tout à l'heure, comme en Occident, comme en Europe, comme au Canada, on a des conditions vraiment extérieures, vraiment extraordinaires, si on compare avec plusieurs pays dans le monde, mais souvent, nous, on est facilement énervés, stressés, etc. Donc, on peut voir que ça dépend pas principalement notre bonheur des causes extérieures, mais vraiment plus de l'intérieur. Donc comme ça, en apprenant nous-mêmes comment fonctionne notre esprit, en étant capable de mieux gérer nos émotions et de trouver plus de calme intérieur. Donc comme ça, on va être capable de plus trouver le bonheur qu'on a besoin. Puis tantôt, j'ai parlé des différents obstacles à la méditation. J'ai dit principalement, c'est agitation et relâchement. Mais on dit quand même, le premier obstacle à la méditation, c'est quoi? Dans les textes bouddhistes, il dit, premier obstacle, c'est la paresse. C'est vrai. N'importe quoi dans notre vie qu'on veut de bon, si la paresse arrive, on remet toujours à plus tard, la procrastination. Donc comme ça, c'est remettre toujours à plus tard, c'est jamais fini. Par exemple, si vous dites, OK, ce soir, je suis venu à la méditation, demain matin, je vais commencer à faire la méditation. C'est important. Maintenant, j'aime ça, trouver plus de calme dans ma vie, me libérer de mon stress, mes émotions. Donc, je vais commencer demain matin. Mais si demain matin, vous êtes fatigué, quand vous allez vous réveiller avec le réveil matin, pesez sur snooze. Donc, tranquillement, plus tard, je vais faire ce soir. Mais ce soir, c'est pas sûr. Si vous arrivez ce soir du bureau, après, votre ami vous a appelé, ce soir, je t'invite au restaurant. Je te paye le restaurant. Encore, vous allez dire plus tard. Donc, des fois, les gens disent, OK, je vais mettre plus tard, pendant le week-end. Mais le week-end, je ne suis pas sûr non plus. Encore, on a d'autres activités de prévues. Des fois, certains disent, je vais faire plus pendant mes vacances. Je ne suis pas sûr non plus pendant les vacances. Des fois, j'ai entendu quelqu'un me dire, je vais faire plus à ma retraite. Pas sûr, moi. Pas sûr. Ou certaines personnes, des fois, j'ai entendu une fois ou deux, je pense, quelqu'un me dit, je vais faire plus dans ma prochaine vie. Ah, comme ça, j'ai dit, ça, c'est le comble de la paresse, comble de la procrastination. Comme ça, non, on devrait toujours penser au moment présent. Comme un exemple d'un maître tibétain, il y avait un de ses amis qui était très avare. Donc, pour lui jouer un tour, il lui a demandé il lui a emprunté de l'argent. Donc, son ami a beaucoup confiance en lui, il lui prête l'argent, mais il lui dit quand même, j'aime ça qu'on signe un contrat ensemble parce que j'ai absolument besoin de revoir mon argent, c'est à moi. Donc, son ami accepte, mais il est intelligent, donc c'est lui qui prépare le contrat. Dans le contrat, il écrit « L'argent sera remis plus tard ». Donc, quand le monsieur il demande c'est revoir son argent après quelques mois, il dit « Oui, mais c'est important, moi je suis une personne honnête, éthique, on doit suivre ce qui est écrit dans le contrat ». Donc, il vérifie dans le contrat, c'est marqué « plus tard ». Il dit « Désolé, on ne peut pas le faire maintenant, c'est marqué plus tard ». Donc, comme ça, la logique, c'est si on va toujours faire comme ça plus tard, ça va être un jour trop tard. C'est jamais arrivé. Plus tard, c'est la même logique. Demain, donc quand arrive demain, demain, c'est pas aujourd'hui, c'est jamais fini. Donc, vraiment, la logique de plus tard ou demain, lui, nous fait vraiment gaspiller notre vie. Beaucoup de gens regardent et disent dans leur vie, arrivent à la fin de leur vie, beaucoup de gens ont des remords ou des regrets. Pourquoi ont des remords, des regrets? À cause de l'obstacle de la paresse. Ils ont toujours dit plus tard. Donc, nous, on ne devrait pas suivre cet exemple-là. Dire maintenant. Ou fixer une date, un contrat avec nous-mêmes. 23 juillet, telle heure, telle date. Donc, comme ça, nous-mêmes, prendre l'engagement comme ça. Donc, surmonter notre paresse. Surmonter. Parce que pourquoi? Pourquoi on ne ferait pas ça? Tout le monde, on a le droit au bonheur. Tout le monde, on a la capacité pour le bonheur. Donc, si on remet à plus tard, quelle raison? Est-ce que nous, on aime souffrir? On aime être stressé, angoissé ou dans les émotions négatives? Personne n'aime ça. Donc, ça veut dire si on a la compassion pour nous-mêmes, c'est important, maintenant, de dire oui, maintenant je prends soin de moi, je cultive en moi le bonheur,
je cultive le positif, je vais trouver les manières pour trouver le calme dans mon esprit. Donc, comme ça, c'est comme ça qu'on peut surmonter le premier obstacle, la paresse. Mais comme j'ai dit, ce soir, j'aime ça parler plus en détail, mais juste une petite introduction sur différents points comme ça sur la méditation. Mais maintenant, j'aime ça si vous avez des questions. Peut-être quelques questions, comme ça, on a le temps, quelques minutes. Soyez pas gênés, OK? Si vous dites plus tard, donc c'est encore votre paresse. Après, vous allez plus tard, c'est trop tard. Après, on va terminer, on va dire au revoir. À moins que vous veniez un jour au Canada, vous dites bonjour Jason, j'avais une question, je n'ai pas osé la poser dans le parc. C'est bon, soyez pas gênés. Beaucoup de gens vont profiter aussi avec vous. C'est vous avez une question, mais beaucoup de gens aiment entendre la réponse aussi. C'est bon? Quelqu'un? Oui? Est-ce que vous êtes gêné? Ah. Oui, OK. C'est vous, c'est ça? C'est pour la conscience intérieure. Oui, conscience intérieure. Est-ce que c'est les sensations intérieures qu'on a? Est-ce que c'est parce que c'est pas sur le passé ou le futur, mais du coup, j'ai du mal si c'est est-ce que c'est rien, est-ce que c'est une réflexion mais sur quelque chose qui est global et qui n'est pas lié au temps? OK. Question, c'est par rapport à la conscience intérieure, qu'est-ce que c'est? Mais vraiment, la conscience intérieure, c'est très, très, très profond. OK? Il y a comme plusieurs choses que je pourrais dire. Mais en tant que tel, si on pense c'est sûr, dans la science ou dans la psychologie, ils ne parlent pas vraiment d'informations comme ça. L'enseignement bouddhiste, c'est très détaillé sur le monde de l'esprit. Vraiment, du point de vue bouddhiste, l'esprit, c'est pas matériel, OK? Comme du point de vue peut-être de certaines personnes de nos jours en Occident. En Inde aussi, à l'époque, certains penseurs pensaient comme ça, que l'esprit était comme dans quelque chose de matériel ou dans le cerveau, quelque chose comme ça. Mais dans la philosophie bouddhiste, l'esprit, c'est pas matériel. Il y a une relation entre la matière du corps et l'esprit, mais l'esprit, c'est pas matériel. Donc, l'esprit, il y a, j'ai dit 6 consciences, 5 extérieures. Ça, c'est, vous comprenez tout le monde, les 5 consciences extérieures, conscience des sons, comme nous, ce qu'on appelle les 5 sens. Ça, c'est la conscience du monde extérieur. Par exemple, quand on rentre dans le sommeil, nos 5 consciences extérieures, ils sont au repos pour l'instant. Ils ne fonctionnent plus. Si jamais je perds conscience, même chose, des fois on dit je perds conscience, mais vraiment, la conscience est encore là, mais la conscience extérieure n'est plus là. Conscience des sons, conscience visuelle, goût, etc. La conscience intérieure, il y a plusieurs niveaux. Dans l'enseignement bouddhiste, il parle de grossier, subtil, très subtil, qui elle-même se divise en plusieurs niveaux. Par exemple, la conscience intérieure, il y a ce qu'on appelle aussi les 51 fonctions de l'esprit, 51 facteurs mentaux, comme l'attention, la vigilance, l'amour, la compassion. Tout ça, c'est du monde intérieur. Par exemple, l'amour, la compassion qu'on ressent pour les êtres, ou la colère ou la jalousie, ce n'est pas nos yeux qui sont jaloux, ce n'est pas nos oreilles qui sont jaloux, notre conscience intérieure. Aussi, quand on s'endort, par exemple, dans l'état de rêve, la conscience qui vit dans le rêve est aussi la conscience intérieure, mais plus subtile. Pendant le processus dans lequel on s'endort, aussi dans la philosophie bouddhiste, il parle du processus quand on meurt. Il y a vraiment comme un processus de conscience de plus en plus subtil jusqu'à la conscience de claire-lumière. Conscience de claire-lumière, c'est la conscience la plus subtile. C'est elle qu'on parle de la nature de l'esprit pur, elle qui peut se manifester dans l'état d'éveil, atteindre l'éveil. Comme ça, mais c'est vraiment un sujet très, très profond dans l'enseignement bouddhiste, comme ça, les différents niveaux de conscience. Mais tout ça regroupe la conscience extérieure. Donc, conscience intérieure. Donc, juste résumer, conscience intérieure, c'est tout le monde qu'on vit à l'intérieur, sauf nos 5 consciences sensorielles. Ça veut dire conscience tactile, conscience olfactive, gustative, visuelle et auditive. Tout le reste de notre expérience du monde consciente, c'est la conscience intérieure. Il y a plusieurs niveaux comme ça. C'est bon? Oui? Quand je me suis concentrée sur la respiration, Oui. j'ai comme une visualisation d'une vague d'air qui rentre dans mon corps et qui me traverse et qui ressort. Oui. En fait, donc là, quand, je sais pas, pour moi, pour me concentrer, je visualise. Oui. C'est bon. Comment je peux faire pour passer Oh. quelque chose de moins, encore plus matériel? Plus matériel, c'est ça? Immatériel. Immatériel. OK, c'est bon. Donc, c'est la question par rapport à quand je vais pratiquer la méditation sur la respiration, il y a une visualisation qui accompagne, par exemple, avec une vague, etc. Comment je peux faire pour passer à une méditation plus immatérielle? Donc, c'est une bonne question. C'est sûr que dans les techniques de respiration, habituellement, on parle justement de certaines techniques pour nous aider à nous préparer à la méditation. Quand notre esprit vit trop d'agitation, où il y a trop d'émotions, par exemple, on aurait certaines souffrances ou émotions perturbatrices, là, on peut utiliser la visualisation.
Il y a même certaines techniques où il explique que quand on expire, on imagine que tout le négatif sort de nous comme sous l'aspect d'une fumée. Et quand on inspire, tout le positif rentre sous l'aspect de lumière. Comme ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour préparer l'esprit et libérer l'esprit de quelque chose de négatif et installer plus de calme en nous. Mais vraiment, la technique proprement dite qu'on explique pour atteindre le calme mental, c'est sûr, c'est d'autres choses. Là, on va parler plus de utiliser la conscience intérieure pour apaiser de plus en plus la conscience et trouver une concentration de plus en plus grande. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la conscience intérieure qui est le sujet, mais on a besoin d'un objet de concentration aussi. Parce que des fois, certaines personnes ils disent « Moi, quand je médite, la méditation pour moi, c'est penser à rien. » Mais en tant que tel, dans l'enseignement bouddhiste, on ne dit pas vraiment penser à rien, dans le sens que notre conscience, le sujet, ne peut jamais être séparé d'un objet. Il y a toujours un objet à ma conscience, soit-il grossier, soit-il subtil. Par exemple, c'est impossible d'être conscient d'un son sans le son. Il y a le son et il y a la conscience du son. On ne peut pas séparer le son de la conscience du son. On ne peut pas séparer la conscience du son du son. On ne peut pas séparer le goût de la conscience gustative. Même chose, il y a toujours une interrelation entre le sujet et l'objet. De la même façon, par exemple, si je dis « je pense à mes vacances », donc l'objet mes vacances n'est pas séparé de ma conscience qui pense à mes vacances. Donc, de la même façon, pendant la méditation, ce que je cherche à faire, c'est d'apaiser l'esprit. Et donc, je dois choisir un objet sur lequel je vais focaliser mon attention et le maintenir. Par exemple, dans les textes bouddhistes, il suggère de prendre l'image du Bouddha, de vraiment voir le Bouddha comme s'il était présent devant nous et de focaliser toute notre attention uniquement sur ça. Mais l'objet peut être toute autre chose. Par exemple, vous pourriez méditer même sur une pizza si vous voulez. Mais le problème de la pizza, faites attention, pendant votre méditation, vous allez peut-être commencer à saliver et vous allez vouloir aller manger. Donc, ce n'est peut-être pas le meilleur objet. Même chose, vous ne devrez pas méditer non plus sur votre politicien que vous détestez le plus, parce que pendant la méditation, ça va générer certaines émotions négatives. Donc, prenez n'importe quel objet qui vous apaise et qui vous inspire. Et donc, pendant la méditation, vous essayez, un peu comme dans le rêve, vous ne voyez pas réellement une personne, mais vous la voyez en rêve par le biais de votre conscience intérieure imaginée. Pendant la méditation, vous concentrez votre esprit sur cet objet que vous imaginez être présent devant vous. Donc, c'est ça qu'on fait pour focaliser l'attention. Et quand vous voyez que l'esprit part ailleurs, vous le ramenez sur cet objet-là, doucement, naturellement. Donc, au départ, vu que notre attention n'est pas solide, il va partir ailleurs facilement. Ou vu qu'on a un relâchement qui est trop fort, votre esprit ne verra pas clairement cette chose-là peut-être. Il y a des gens pour qui c'est plus facile de voir clairement, il y a des gens pour qui c'est pas facile, et ils vont voir tout embrouillé ou tout noir, comme s'il n'y avait rien devant eux. Donc, c'est normal au début, c'est parce que le relâchement est trop intense, trop fort. Mais à force d'exercice, vous allez augmenter votre qualité de méditation. Il va y avoir moins d'agitation, moins de relâchement. Et là, vous allez être capable de demeurer plus facilement, plus longtemps, stablement, calmement sur votre objet. Donc, c'est ça la technique. C'est un peu la technique qui dit, dans le texte, quelle image? Il dit « Attachez l'éléphant fou de votre esprit au pilier ferme de votre objet de méditation par la solide corde de l'attention. » Donc, au début, votre attention n'est pas entraînée, tout comme un muscle qui n'est pas entraîné. Vous ne pourrez pas lever de lourdes charges et vous allez avoir mal rapidement. De la même façon, quand vous n'êtes pas habitué avec l'attention ne sera pas forte, vous allez être agité rapidement et vous ne pourrez pas maintenir la méditation longtemps. Donc, à force de pratiquer l'attention, la corde de l'attention va devenir plus forte et vous allez être capable de maintenir votre esprit plus longtemps. Et ça, cet simple exercice durant la méditation, vous allez voir que ça transforme votre vie au complet. Parce qu'après, durant la journée, vous allez être plus conscient de ce qui se passe dans votre esprit. Beaucoup de gens commencent la méditation en disant « On dirait que quand je médite, j'ai plus de pensées que quand je ne médite pas. » C'est juste une impression, ce n'est pas la réalité. C'est que je observe mon esprit pour la première fois et je vois à quel point j'ai besoin finalement de méditer. Parce que mon esprit est vraiment agité. Donc, à force de pratiquer, votre esprit, vous allez devenir plus conscient des mouvements de l'esprit et on n'aura pas besoin de devenir trop soumis à nos pensées.
Nous, souvent, on suit nos pensées comme si on était l'esclave de nos pensées et après, on devient tranquillement l'esclave de nos émotions. Quand on apprend la méditation et la concentration et l'attention et le calme intérieur, on observe nos pensées, on ne devient pas le maître et on choisit de plus en plus nos pensées et nos émotions. Donc, c'est ça le sens, la signification de faire cet exercice-là. Ce n'est pas juste pour te dire « je me repose 5 minutes puis je suis un bon méditant ». Non, c'est vraiment pour changer notre vie plus positivement. C'est bon? Oui, peut-être dernière question, si quelqu'un en a une. OK, peut-être deux. Vous, premièrement, vous derrière, après vous, mais plus fort, OK? Oui. Oui. OK. Donc, j'ai dit tout à l'heure, c'est moi qu'est-ce que j'explique la méditation dans la philosophie bouddhiste, OK? Mais je ne suis pas capable de dire c'est une bonne ou pas bonne méthode. Ça dépend pour vous, est-ce que c'est bon. Mais du point de vue de la philosophie bouddhiste, cette technique-là serait comme une genre de préparation pour la méditation. Parce que pour cheminer, comme tout à l'heure aussi en terminant, si ça vous intéresse, habituellement, nous, on a, comme quand on donne les formations plus pour comprendre la méditation, on donne des fois comme 2 jours ou 5 jours, on utilise une image. Donc, mon ami Stéphane a préparé comme des petits formats lettres d'images que vous pourrez apporter avec vous chez vous pour regarder. Dessus, il explique le cheminement du méditant, comme ça, avec des images. Mais pour cheminer comme ça sur les étapes du calme mental, on a besoin absolument d'un esprit qui demeure sur un objet fixe, vraiment en un point. Donc, en visualisant en inspiration une chose, un point, après en expirant, il y a un mouvement. Et donc, ce n'est pas sur un point fixe. Donc, ce n'est pas suffisant pour atteindre comme ça les niveaux de méditation qu'on parle. Par contre, comme préparation, comme entraînement, c'est très bon pour aider parce que si vous regardez le niveau de difficulté, c'est plus facile comme ça. Dès qu'il y a un mouvement, c'est plus facile. Encore plus facile, c'est sur l'extérieur, sur un son, sur une image. C'est encore plus facile. Mais plus que c'est facile, moins ça demande d'effort et donc moins il y a de résultats profonds aussi. C'est bon? OK, peut-être dernière, c'est vous? Ma question, c'était par rapport aux émotions. Oui. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, si on est en colère ou jaloux ou anxieux et qu'on, par exemple, on va méditer sur la concentration, donc on va méditer sur la respiration, mais pour autant, si on a une colère, elle va toujours être là. Alors comment on fait avec la méditation pour se libérer des émotions négatives? OK. Donc, pour les émotions négatives, comment on fait pour se libérer des émotions négatives par la méditation? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, l'enseignement bouddhiste, il y a 2 sortes de méditation, mais la méditation principale est la méditation analytique. Celle, on appelle en tibétain comme en fait, on a traduit comme la vision supérieure. En langue sanskrite, ils appellent les 2 méditations, les 2 états qu'on cherche, shamatha, vipassana. Ça veut dire, shamatha, c'est le calme mental, vipassana, c'est la vision supérieure. La vision supérieure, c'est une méditation qui est développée par une forme de raisonnement logique. Donc, la méditation du calme mental aide beaucoup. Elle est nécessaire, elle est primordiale, elle est fondamentale pour installer plus de calme en nous. Par contre, l'effet de la méditation du calme mental, c'est comme arrêter le mouvement du vent, de sorte que le lac s'apaise et qu'on voit clairement maintenant dans le lac. Sauf que le lac est toujours en proie au danger, dans le sens qu'il va y avoir peut-être des gens qui vont lancer des pierres, il va y avoir des poissons qui vont bouger dans le lac, ou du vent qui va faire bouger le lac. De la même façon, notre esprit est encore, comme tu dis, soumis aux perturbations. Donc, le travail principal de la méditation, c'est la méditation analytique, dans laquelle on comprend quelle est la nature de mes émotions. Pourquoi ces émotions-là naissent en moi? D'où viennent-elles? C'est quoi leur cause? Comment je peux m'en libérer? Comment je peux les réduire? Quels sont leurs antidotes? Comment développer ces antidotes-là? Donc, l'enseignement du Bouddha, c'est principalement ça. C'est principalement des outils sur comment nous libérer nos émotions perturbatrices. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, en tant que débutant, la méditation du calme mental est plus accessible. Elle demande moins de temps de préparation, d'enseignement, de réflexion, etc. Et donc, plus facile pour commencer. Mais vraiment, pour aller plus en profondeur, donc c'est la méditation analytique ensuite qui s'avère vraiment essentielle parce que, comme vous dites, on ne pourra pas libérer notre esprit de la racine des perturbations comme la colère juste en calmant l'esprit simplement.
Il faut les comprendre, il faut les analyser et s'en libérer. Parce que dans la philosophie bouddhiste, on dit toutes les émotions perturbatrices ont une émotion perturbatrice commune, racine, qui est l'ignorance. Donc l'ignorance, elle, c'est le fait qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Regarde, le Dalai Lama mentionne souvent aussi dans ses conférences, avec ses échanges avec les psychologues, les psychiatres, ils ont un point de vue identique à celui de la philosophie bouddhiste, dans lequel on dit que quand notre esprit déforme la réalité, c'est là qu'il génère des émotions négatives comme l'anxiété, la colère, etc. Donc, le point de vue de la philosophie bouddhiste, c'est que si on comprend mal la réalité, on va générer des émotions négatives. Si on comprend bien la réalité, on va diminuer la force de ces émotions-là. Donc, c'est plus par l'analyse. Donc, avant, ça demande aussi l'étude, la réflexion. Donc, comme ça, j'ai dit au début, c'est bon, quand vous avez le temps, allez chercher sur Internet, dans les librairies, bibliothèques, comme ça, des informations. Il y a beaucoup d'enseignements maintenant de la philosophie bouddhiste traduits. Donc, c'est bon. Maintenant, on va arrêter pour ce soir. Je vous remercie vraiment tout le monde de votre présence. Attention, c'est merveilleux. On a quand même, c'est avec la chaleur, quand même belle occasion pour pratiquer un peu ensemble, échanger. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est sûr, nous, c'est notre, maintenant, je pense, 4e passage à Nantes. On était passé une fois en juillet l'année dernière pour une conférence et aussi une en janvier, une au mois de mai. Donc, cet été, on a décidé de faire une méditation plus dans la nature. Mais c'est sûr, dans le futur, on va aussi essayer de revenir de temps en temps. Maintenant, nous, au Québec, le Centre Paramita, on a environ depuis plus que 15, presque 20 ans des activités là-bas. En fait, que Lama Samten a développé notre programme d'études, tout ça, sur les enseignements, la méditation. On a plusieurs enseignants là-bas, mais aussi, en France, tranquillement, quelques enseignants ont commencé aussi. On a quelques endroits des centres Paramita, pas encore à Nantes. Donc, mais vous pourrez prendre l'information sur le site web si ça vous intéresse. Avec la petite affiche derrière, vous avez le site web. Aussi, Stéphane a apporté des petits articles pour vendre si ça vous intéresse, comme des livres, etc. Donc, aussi Stéphane a trouvé cette année un nouvel endroit. On va commencer pour avoir des formations avec hébergement. Ce n'est pas dans le coin ici, mais dans la Haute-Marne. Quand même, si ça vous intéresse dans le futur, vous allez voir sur le site web le programme aussi. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci.